Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, cette semaine, j'étais en congé de mon travail régulier. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai pu prendre le temps de me reposer et là, je suis en pleine forme. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le ou la gagnante du concours avec Savonart. Pour la vidéo de cette semaine, je trouve ça important de vous le dire au début, essayer de vous sortir de vos idées préconçues et vraiment essayer de vous ouvrir l'esprit pour entendre une opinion que peut-être que vous n'êtes pas habitué d'entendre. D'ailleurs, c'est l'état d'esprit dans lequel vous devriez être à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos parce que c'est vraiment ça le but de Your Safe Space. Mais cette semaine particulièrement, je vous invite à, vous sortir de vos idées préconçues. Avant qu'on se lance dans le sujet de cette semaine, je voulais juste vous rappeler de vous abonner pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Puis vous pouvez aussi activer la petite cloche qui va vous faire une petite notification chaque semaine quand je sors une vidéo. Les likes et les commentaires ne sont pas obligatoires, mais sont très appréciés. Bienvenue dans Your Safe Space. Cette semaine, je veux parler d'un sujet qui est assez présent dans les médias, heureusement, depuis quelques mois, même depuis quelques années, et qui, j'espère, va continuer de l'être parce qu'il impacte une grande partie de la population, et ce, au quotidien. Je veux parler ici de la grossophobie et de comment les gens en surpoids sont traités différemment dans la société. Premièrement, c'est quoi la grossophobie? J'imagine que vous en avez déjà une idée, mais je vais prendre le temps de l'expliquer avec vous parce que ça peut être un terme un peu fourre-tout, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. La définition du mot grossophobe dans le Larousse est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Les gens en surpoids sont souvent discriminés dans la société parce qu'ils ne rentrent pas dans l'espèce de moule, dans le standard qu'on s'attend à ce que tout le monde ressemble dans la société, même si un très petit pourcentage de la population correspond à ces standards-là. La grossophobie, même s'il y a le mot phobie dedans, c'est pas la peur des grosses personnes. Une phobie, c'est pas nécessairement une peur, ça peut être une vive aversion envers quelqu'un, envers un groupe de personnes. Ce terme peut également décrire, toujours selon le Larousse, un sentiment d'antipathie violente, voire de répulsion, ressenti par quelqu'un à l'égard d'une autre personne ou d'une catégorie de personnes. Et ça peut être de la haine, de l'intimidation, etc. J'ai vraiment envie d'être amie avec ces gens-là. La grossophobie se traduit dans plusieurs domaines de nos vies, comme dans l'accès à l'emploi, les soins médicaux, l'accès à l'éducation, et elle affecte aussi les relations interpersonnelles à travers des critiques verbales et des micro-agressions qui peuvent être humiliantes. Cette attitude-là, elle a des répercussions psychologiques très importantes sur les gens qui y font face, telles qu'un risque de dépression plus élevé, une faible estime de soi, augmentation de la probabilité de développer un trouble alimentaire ou un suivi médical défaillant, donc un mauvais suivi médical. Les attitudes grossophobes vont pas avoir tendance à aider les gens en surpoids à perdre du poids. Au contraire, ça les aide pas du tout. La grossophobie peut être subie par un individu en même temps que d'autres sortes de discrimination, comme du sexisme, du racisme, de l'agisme, du validisme. Comme j'ai dit tantôt, la manifestation de la grossophobie, ça s'opère sur plusieurs plans. Ça peut s'exprimer à travers des remarques personnelles blessantes concernant le poids d'une personne, et ça peut venir de tout le monde. Ça peut venir du cercle familial, ça peut venir des amis, ça peut venir de notre partenaire. Et ça peut même venir de la part d'inconnus. De quoi ils se mêlent. Je vais vous parler plus en profondeur de domaines dans lesquels les personnes en surpoids peuvent être traitées différemment dans la société. Le premier domaine dont je veux parler, c'est les relations interpersonnelles. Donc, comme j'ai dit tantôt, dans les relations interpersonnelles, des gens qui sont en surpoids, ils peuvent avoir des remarques très blessantes qui peuvent venir de tout le monde autour d'eux. Par exemple, aux États-Unis, il y a une recherche qui a été faite qui a dit qu'environ 90% des gens en surpoids avaient subi des commentaires humiliants au cours de leur vie, peu importe de qui ça venait. C'est vraiment énorme. Il y a une étude portant sur plus spécifiquement les femmes en surpoids qui a été réalisée aussi, qui a démontré que ces femmes-là font l'objet systématiquement de stigmatisation par des membres de leur famille, par des amis, par des collègues. Et ça se passe par l'intermédiaire de genre des jokes vraiment pas drôles sur leur poids, de l'emploi de surnoms qui fait référence au poids, genre toutoune, grassouillette ou genre, vous voyez le genre, puis des commentaires négatifs en général. Dans la même étude, ils ont découvert que les femmes en
surpoids sont davantage malheureuses dans leurs relations familiales, dans leurs relations interpersonnelles, dans leurs relations amoureuses et auraient même moins d'amis que la moyenne. What the fuck? Ça me fait full de peine de parler de ça. L'autre domaine dont je veux vous parler, c'est l'accès à l'éducation et aux études supérieures. Le domaine de l'éducation est vraiment sous-étudié quand on parle de personnes en surpoids. Toutefois, les personnes obèses font face à des discriminations à la fois de la part des enseignants, des élèves et du personnel de soutien, et même de leurs parents. En éducation physique, il y a 32% des femmes obèses ou en surpoids qui ont rapporté avoir été stigmatisées ou humiliées par un professeur de sport. Et sur ce 32%-là, il y a 21% qui a dit que c'est arrivé plus d'une fois. Il y a une autre étude qui a montré que ces gens-là qui ont été intimidés dans des cours de sport, ça les amène à se sentir tellement mal qu'ils vont commencer à juste éviter le cours, ce qui est vraiment contre-productif. Le fait que les professeurs aient devant leurs étudiants des attitudes biaisées envers les personnes en surpoids, ça participe au fait que les gens grandissent en ayant des préjugés contre les personnes en surpoids. Je m'excuse, je parle souvent des États-Unis dans les recherches que j'ai faites pour cette vidéo-là, c'est parce que c'est un sujet qui a été plus étudié à cet endroit-là. Aux États-Unis, le taux d'accès aux études supérieures est plus faible que la moyenne pour les personnes en surpoids. Les personnes obèses ou en surpoids ont des compétences égales, ils ont appris les mêmes choses qu'une autre personne dite plus fine, mais ils vont avoir moins tendance à être acceptés dans les mêmes programmes. Même leur possibilité d'obtenir une lettre de recommandation de leur professeur est négativement biaisée par ce fait-là. Ensuite, après les études supérieures vient quoi? La vie professionnelle. Et là encore, il y a d'autres problèmes. Encore une fois, les personnes obèses ou en surpoids sont victimes de discrimination à l'embauche. Lors d'une recherche d'emploi, elles présentent 2 fois moins de chances d'être recrutées et ont 20% de chances en moins d'être rappelées juste pour une interview. Et ça par rapport aux chances d'une personne mince à compétences égales. Et évidemment, cette discrimination-là est accentuée chez les femmes. En France, les hommes obèses sont 3 fois plus discriminés que des hommes à l'IMC dite normale, alors que les femmes obèses sont 8 fois plus discriminées qu'une femme mince. Dans le milieu professionnel, les personnes obèses ont tendance à avoir moins de promotions, sont souvent chargées de tâches moins importantes parce qu'on les croit moins intelligents et on va essayer de pas les mettre en contact avec la clientèle parce qu'ils n'ont pas un physique dit vendeur. Ces discriminations à l'embauche sont confirmées par des études expérimentales et la discrimination basée sur le poids pourrait être à l'origine du taux de chômage plus important chez les personnes en surpoids aux États-Unis. Ensuite, un des plus gros sujets, puis un des sujets qui me fait le plus de peine, c'est la prise en charge médicale des personnes en surpoids ou des personnes obèses. L'accès aux soins est vraiment plus difficile pour les personnes en surpoids parce que dès que tu rentres dans le bureau du médecin, tu peux y aller pour un mal de gorge puis tu vas ressortir avec un rendez-vous chez le nutritionniste parce qu'ils vont tout mettre sur ton poids. À chaque fois que moi, personnellement, ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu, je vais chez le médecin puis tout de suite, on va parler de mon poids, ils vont me dire qu'il faut que je perde du poids. Je suis comme OK, mais je suis pas venue ici pour parler de ça. Le matériel médical en tant que tel, comme les brassards pour prendre la tension, les tables médicales, les lits d'hôpital, sont des fois même pas adaptés aux gens en surpoids. Donc cela peut représenter des dangers immédiats même si tu es chez le médecin parce que le brassard qui prend ta tension, ça peut faire vraiment mal s'il n'est pas adapté à la taille de ton bras. Ensuite, ça vient aussi que les personnes grosses, ils sont victimes de discrimination par le personnel soignant qui vont se dire un peu que si tu es là, si tu es à l'hôpital, c'est ta faute à toi. Les professionnels de la santé passent moins de temps avec les gens en surpoids ou les gens obèses et manifestent des attitudes considérées négatives ou désapprobatrices envers cette personne-là, ce qui fait que tu te sens vraiment pas bien d'être là. Alors que quand tu es chez le médecin, tu es supposé être en confiance. Tu es supposé te dire genre cette personne-là est là pour m'aider. Tu es supposé pouvoir tout dire à cette personne-là, mais si tu sens qu'elle te juge tout le temps, ça donne même pas envie d'y aller en premier. Fait que ça fait que les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, souvent ils vont rester avec des problèmes de santé longtemps avant d'aller consulter parce qu'ils ont peur. C'est vraiment pas normal. Je m'emporte un petit peu, hein. Quel que soit le motif de la consultation, ça va tout le temps être le poids de la personne qui va être considéré comme la cause de ce qui se passe. Alors qu'il y a une centaine d'autres facteurs à prendre en considération dans un corps humain. Les médecins vont avoir tendance à prescrire des examens aux gens qui sont plus minces pour aller vraiment chercher la cause de leur problème. Alors que quand une personne en surpoids va venir, ils vont tout de suite dire c'est à cause de ton poids, fait qu'ils vont pas pousser l'investigation. Alors qu'il y a peut-être un autre diagnostic à donner, il y a peut-être quelque chose de grave qui se passe, mais ils sauront même
même pas parce qu'il dit « va juste perdre du poids ». Donc, la grossophobie médicale peut être source d'erreurs de diagnostic et peut entraîner un renoncement aux soins de la part de la personne en surpoids. C'est vraiment, vraiment grave et c'est vraiment pas normal. Le prochain domaine dont je veux parler, c'est tout ce qui est médias, publicité et les réseaux sociaux. La représentation des personnes grosses est souvent biaisée dans les différents médias. Puis là, je dis souvent les personnes grosses dans ma vidéo parce que je veux qu'on arrête de prendre ça pour un terme négatif. C'est une caractéristique corporelle et si tu es content de dire « ouais, moi je suis gros », ben tu devrais pas te sentir comme si c'était un défaut. Genre, tu peux juste te décrire comme que tu es. C'est comme si quelqu'un te dit genre que t'es grand, puis là t'es comme de quoi tu parles? Je suis pas grand, puis t'es full insulté. Ça a juste pas de sens, t'es grand. Donc tout ça pour en revenir à la publicité et tout, les personnes grosses en surpoids ou obèses vont souvent avoir des représentations plus négatives dans les médias. Tu sais, mettons dans un film ou dans une émission, on peut les décrire comme des personnes qui mangent tout le temps, des personnes qui bougent pas, qui sont paresseuses ou qui sont moins intelligentes. Ils peuvent être représentés comme des personnes plus méchantes, puis ils vont faire l'objet de moqueries, de blagues et ça sur la base seule de leur apparence. Dans les nouveaux médias, l'obésité est souvent décrite comme la conséquence d'un comportement individuel dont l'individu obèse est le principal responsable. Cette dimension-là individuelle est souvent représentée au détriment des autres facteurs qui peuvent influencer le poids de quelqu'un comme les causes environnementales, les causes culturelles et les causes biologiques. Les publicités vont avoir tendance à entretenir la vision des choses que un surpoids c'est toujours un choix personnel et que la seule façon dont tu peux être réellement heureux, c'est quand tu te prends en main et que tu deviens mince. On voit que dans les publicités, ça rend plus heureux, t'as une plus belle vie, puis t'es plus fierce quand t'es plus mince. C'est pas vrai. Alors que pour vrai, il y a des gens qui sont minces et qui sont dits beaux par les standards de la société, qui eux aussi vont être malheureux, qui vont pas avoir une vie parfaite. C'est pas le poids qui fait ta vie. Tu peux être mince puis pas te trouver beau, tu peux être gros puis te trouver vraiment beau, vice versa. Selon une thèse sur la représentation contemporaine du corps, l'idée que nous avons du corps humain a été construite par la culture donnée. Ce qui veut dire qu'à certains moments de l'histoire, c'est les gens gros qui étaient à la mode, qui étaient beaux, qui étaient considérés en santé, qui étaient considérés plus riches, qui étaient considérés plus heureux. Et aujourd'hui, ça a juste changé. Fait que pourquoi est-ce qu'on ferait sentir mal une grosse partie de la population juste à cause de quoi leur corps ont l'air, alors que v'là une centaine d'années, c'est ça qui était à la mode. Faut vraiment se remettre en perspective, puis juste accepter tout le monde, accepter tous les corps. Tu sais, comme là, une couple d'années, moi, je me souviens, tout le monde était comme « Ah, je veux pas avoir des grosses fesses, j'ai des grosses fesses, nanana. » Puis à cette heure, c'est rendu full la mode d'avoir des belles grosses faufounes, puis il y en a même qui s'en font poser. Fait que c'est vraiment juste une question de mode. Fait qu'on peut-tu juste être bien puis être heureux dans notre corps, s'il vous plaît. Et puisqu'on vit dans une société capitaliste, le mérite se mesure, entre autres, par la capacité d'être un membre productif de la société. Et vu qu'on a l'impression que les gens plus gros sont moins intelligents, sont moins actifs, on va les considérer comme moins utiles à la société. Ça fait juste pas de sens. Dans les années 90 et même avant, avec la montée du consumérisme, la surconsommation, les nouvelles normes de beauté ont été propagées par les médias et par les publicités. Cette nouvelle image-là du corps, ça représente un idéalisme difficile à atteindre et ça, c'est dans le but de créer une demande pour des produits de minceur, des produits de régime. Bref, c'est pour faire de l'argent. Donc, dans le regard de la publicité qui veulent nous vendre toutes sortes de produits dans le but d'avoir un corps parfait, mince égale productif et intelligent, alors que gros veut dire paresseux et malsain. Pourtant, c'est vraiment faux de faire cette association-là. Une personne mince peut être en très mauvaise santé et une personne en surpoids peut être en excellente santé. La seule différence, c'est que l'une des formes de corps est plus acceptée que l'autre. Est-ce que vous trouvez tout ce que je viens de dire normal et correct? Si votre première réponse est oui, mais ces gens-là sont pas en bonne santé, premièrement, c'est absolument pas vrai dans tous les cas. Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment de nos affaires de se mêler de quoi les gens ont l'air puis de leur santé? Si vous croyez sincèrement que vos préjugés viennent du fait que vous voulez protéger la santé des autres, commencez par observer votre propre vie et vos propres comportements et demandez-vous comment vous pourriez protéger votre propre santé. Car pour une personne en surpoids, c'est visible, mais il y a beaucoup d'autres enjeux qui concernent la santé qui le sont beaucoup moins et qui peuvent être très
très dangereux. Je parle ici de boire de l'alcool, de consommer des drogues, de pas bouger assez parce que oui, les gens gros bougent aussi, de mal s'alimenter, de pas bien dormir, de pas avoir une bonne routine. Bref, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer votre santé auxquelles vous devriez penser avant de penser au poids des autres. Pour démystifier l'argument de la santé physique chez les personnes en surpoids ou des personnes obèses, je trouvais ça important de vous parler du mouvement Health at Every Size, donc la santé à toutes les tailles. La base de cette théorie-là, c'est pas de se fier uniquement au poids d'une personne pour déterminer son état de santé. Ce mouvement aspire à supporter les gens qui veulent avoir des habitudes de vie saines, mais pas dans le but nécessairement de perdre du poids, juste dans le but d'être en meilleure santé. Ça te donne une optique différente dans ta vie. Tu dis, je veux être en santé pour moi, je veux bouger, je veux bien m'alimenter, mais pas dans le but constant d'avoir un corps parfait. Les origines du mouvement remontent aux années 1960, mais ça a été popularisé quand une autrice du nom de Linda Bacon, c'est ironique, a sorti un livre qui s'appelait Health at Every Size. La sortie de ce livre-là a créé une vaste communauté de gens qui défendent cette théorie-là, et parmi ceux-là, on en retrouve des médecins, des nutritionnistes, des coachs de santé, des entraîneurs de fitness, etc. C'est des gens qui diffusent le message que le surpoids n'est pas directement lié à la santé et que toute personne de toute taille peut être en santé sans suivre un régime ou sans nécessairement perdre du poids. Linda Bacon a commencé à écrire ce livre-là quand elle a pensé à sa propre expérience avec les régimes amaigrissants. Ça a commencé, elle, très jeune, parce que sa mère l'a tout de suite mise sur un régime, parce qu'elle a commencé à prendre un petit peu de poids et elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle perdait du poids, elle reprenait, puis là, c'était comme un gros yo-yo, puis ça crée un yo-yo aussi dans ta tête qui te rend très malheureux, parce que tu as l'impression de jamais atteindre tes objectifs. Comme si moi, je me fie à ma propre expérience, si j'avais une balance dans ma salle de bain, je me pesais quasiment 3 fois par jour. C'est pas normal. Ce qu'elle a remarqué, c'est que quand elle allait consulter des médecins dans le but de perdre du poids, ces médecins l'encourageaient, puis s'étaient vraiment focusés sur la perte de poids et non sur la raison qui était la vraie santé vitale et physique. Donc, Linda s'est dit, c'est un modèle complètement destructeur et néfaste, et elle a voulu trouver une alternative saine pour son corps. Dans le reste de la vidéo, je vais faire référence au mouvement Health at Every Size en disant HAES parce que ça va juste plus vite. Le mouvement HAES se concentre sur la recherche et les études qui soutiennent l'idée que la santé n'est pas seulement reliée au poids et que la santé est réalisable à tous les poids. Certaines des principales constatations du mouvement sont que les personnes en surpoids contractent les mêmes maladies que les gens plus minces, les personnes en surpoids vivent aussi longtemps que les gens plus minces, les personnes en surpoids ont un taux de mortalité dans la moyenne et se concentrer sur la perte de poids comme outil de santé a un taux de réussite très faible. Alors que des études ont démontré que les personnes en surpoids avaient tendance à avoir des maladies comme le diabète, comme les problèmes de cœur, souvent c'est même pas relié au poids. C'est relié au mode de vie, c'est relié à la génétique, à leurs revenus et à l'environnement qui les entoure. Donc, en accordant une plus grande importance à l'amélioration de ces domaines-là dans leur vie, au lieu de dire c'est ton poids, c'est ton poids, c'est ton poids, de penser à tout autour de ta vie qui fait que tu n'es pas en santé, ça pourrait t'aider à avoir un meilleur taux de réussite, à être en meilleure santé et à pas avoir ces maladies-là. Donc, on parle d'améliorer des domaines comme l'alimentation, mais pas dans le but de perdre du poids, pas de se faire crever de faim, dans le but de manger des choses qui te font sentir ton corps bien, des choses qui te font sentir à satiété, que tu as assez mangé. Le but, c'est pas de restreindre tes calories à genre 1000 calories par jour. Personne veut ça. Donc, on parle d'améliorer des facteurs comme l'alimentation, le soutien social, un meilleur sommeil, un travail sur l'estime de soi. Et donc, quand tu te concentres sur ces domaines-là, les recherches démontrent une amélioration significative de la santé, contrairement à quand on parle juste de perdre du poids. Les gens qui vont se concentrer sur tous ces domaines-là de leur vie vont voir une baisse de leur taux d'insuline, des lipides sanguins et de la pression artérielle. Donc, avec le mouvement HAES, l'accent se déplace vers des facteurs liés au mode de vie plutôt que seulement en fait, on essaie de l'éloigner de la perte de poids. C'est important de noter que c'est pas parce que tu améliores ta santé et que tu améliores les domaines dont je viens de parler que ça va forcément mener à une perte de poids. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, ça se
peut d'avoir un surpoids et d'être en très bonne santé. Comme je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui mange tout ce qu'il veut autour de vous, il n'est pas forcément en bonne santé, qui mange pas très bien puis qui reste mince, alors que vous connaissez sûrement aussi une personne qui est en surpoids, qui a passé sa vie à faire des régimes, puis qui crime, elle reste en surpoids. Fait que souvent, c'est pas un indicatif de la santé. Les recherches montrent que seul un petit pourcentage des gens qui font un régime pour perdre du poids arrivent à conserver cette perte de poids sur 2 ans ou plus. En se concentrant sur la santé plutôt que sur la perte de poids, les gens en surpoids peuvent contribuer d'arrêter la stigmatisation reliée à leur poids ainsi que d'arrêter dans leur propre tête le cycle de honte et de blâme. J'ai honte d'avoir pris du poids, j'ai honte de pas réussir à perdre du poids, mais tout ça c'est de ma faute. Non. Les humains viennent dans une variété de formes et de tailles. C'est ce qui est merveilleux à propos de nous. Ouvrez-vous à la beauté trouvée dans toutes les formes de corps et dans toutes les apparences et aidez les autres à reconnaître leurs attraits uniques. J'espère sincèrement que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre un peu mieux le mouvement de body positivity, car il s'agit réellement de juste redonner une place égale et juste à tout le monde. Peu importe leur poids ou leur apparence, tout le monde a le droit de se sentir accepté puis de se sentir aimé. Je sens que je vais faire beaucoup de vidéos sur le sujet, donc laissez-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'il y en a beaucoup encore à dire pour commencer à déstigmatiser les gens en surpoids dans la société. J'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je suis sûre que ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Je vous conseille vraiment de regarder le film I Feel Pretty avec Amy Schumer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon puis c'est vraiment drôle. C'est une fille qui comme a un léger surpoids puis avant un cours de sport, elle tombe puis quand elle se réveille, elle a l'impression d'avoir perdu full de poids, mais son corps est resté pareil. Puis on voit à quel point ça a une incidence sur sa confiance en elle, puis à quel point tout lui sourit juste parce qu'elle croit en elle. Allez voir ça. Donc, je vais faire le tirage pour le concours. Il y a quand même beaucoup de monde qui ont participé et donc je suis vraiment excitée de faire le tirage. J'ai une application sur mon téléphone qui me permet de choisir au hasard un commentaire sur ma vidéo. Donc avec ça, je vais pouvoir avoir randomly le gagnant sur mon téléphone. Donc, allons-y. J'ai le nom du gagnant entre les mains! Alicia, t'es excitée? Oui! Et le gagnant, parce que c'est un gagnant, putain. Le gagnant de l'ensemble de chez Savonart est Alexandre Ferland. Félicitations! Félicitations! Merci à tous ceux et celles qui ont participé au concours et inquiétez-vous pas si vous n'avez pas gagné, je vais avoir d'autres concours cette année. Comme d'habitude, laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous et sonnez la cloche pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine!